Ok. Oui, bonjour. Donc, je me présente. Je suis Monsieur Gabriel Philippi, conseiller en formation professionnelle en charge du numérique et du secteur industriel, mais numérique en premier lieu. Et je suis conseiller dans les Yvelines pour le Greta. Voilà, et Mylène Lefebvre, donc conseillère formation professionnelle au Greta donc de Seine-Saint-Denis, donc sur le développement du numérique. Donc bienvenue à tous sur notre webinaire qui est consacré donc au métier du numérique. Donc Gabriel et moi, donc on va vous présenter tout un support pour que vous ayez le maximum d'informations. Et puis ensuite on procédera à des questions. Je pense que peut-être que vous n'avez pas la possibilité de parler directement, mais on regardera donc les questions à l'issue de cette présentation. Alors, je vais partager. Je serai attentif, Mylène, donc je serai attentif effectivement à vos éventuelles questions dans le chat, dans ce qu'on appelle discussion publique. Donc, dans un premier temps, on les notera, et puis s'il y a des questions extrêmement pertinentes, on n'hésitera pas à s'arrêter, Mylène, éventuellement, pour y répondre, ou sinon, de toute façon, il y aura un temps d'échange après la présentation. On reprendra toutes vos questions. Donc, au sommaire de cette présentation, on va donc vous parler à deux voix sur le numérique, l'informatique, donc qui est un des secteurs qui recrute le plus en France. Quels sont les emplois dans la filière et comment se former donc au Greta, donc soit les métiers du développement ou les métiers de la maintenance. Gabriel, c'est à toi. Oui, je prends le relais. Donc effectivement, le numérique, c'est un des secteurs qui recrute le plus en France. On va vous présenter un petit peu aussi, on va vous faire un panorama de ces opportunités parce que c'est certes un des métiers les plus porteurs, mais comme c'est le métier numérique, vous allez voir qu'il a quand même des spécificités en termes de contenu et de niveau. Donc ce n'est pas le seul qui recrute, mais celui-là recrute beaucoup. Et il a ses spécificités, vous verrez, on est sur un niveau souvent il y a des portes d'entrée, mais qui peut être même d'un niveau assez élevé. Donc, ce que l'on constate de manière assez simple, c'est que aujourd'hui, le numérique pèse quand même plus de 1,5 million d'emplois, comme c'est indiqué. Donc, il y a une croissance qui est constante dans le milieu du numérique. Là, on parle de 4 à 5%. Elle est variable, mais constante toujours dans cette zone-là. Et dans tous les domaines, le numérique sert aujourd'hui. C'est-à-dire que dans toutes les typologies d'entreprises ou d'organisations, vous avez une numérisation qui se fait, une sécurisation des données qui est importante. Donc, de toute façon, le numérique est toujours en renfort, est toujours en évolution. Il y aura toujours des besoins. Il évolue, mais ces compétences-là, de toute façon, seront toujours utiles. Et elles sont bien plus prégnantes aujourd'hui, quels que soient les secteurs d'ailleurs. On voit effectivement aussi que France Travail et France Stratégie placent parmi les secteurs les plus dynamiques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de création d'emplois. J'insiste un petit peu, Mylène, je me permets aussi de dire, attention, c'est un milieu où il y a énormément de création d'emplois, mais c'est un milieu qui évolue très très vite. Voilà. Et qui est sur des niveaux très différents, mais souvent très hauts pour avoir effectivement, et on va y revenir. Là, on présente un petit peu des chiffres. Les chiffres sont les chiffres actualisés de mars-avril, donc relativement ce qu'on appelle les besoins en main-d'œuvre de 2025 sur les sources France Travail. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a de grosses difficultés à recruter. Quand vous prenez la colonne de droite, on est sur des difficultés qui vont quand même entre 25 et jusqu'à plus de 50% dans les Hauts-de-Seine. Donc ça, c'est la difficulté qu'ont les employeurs à trouver du personnel qualifié et donc tout simplement à recruter, disons, dans le secteur numérique au sens large. Là, on n'a pas encore parlé effectivement des typologies de métiers. Les projets de recrutement sont quand même assez nombreux. Vous voyez qu'on est quand même sur un projet de recrutement, quand on fait un petit peu, on est sur 30 à 40 000 projets de recrutement sur l'ensemble de alors on s'est concentré, alors on voit pas le total, je veux bien éventuellement qu'on ait le total, Mylène, je veux pas dire de bêtises, 35 000, vous voyez, j'étais entre 30 et 48, je ne suis pas tellement trompé, avec des départements plus dynamiques que d'autres, mais parce qu'il y a aussi les sièges sociaux, puis il y a des histoires dans les départements, des bassins d'emploi. Mais globalement, on recrute de partout. Et sur la région Île-de-France, c'est quand même c'est la région la plus dynamique. On vous a parlé avec Mylène, en tout cas, on a évoqué la situation en fait des profils, c'est-à-dire de quel niveau. En réalité, on a tous les profils qui sont demandés, tous les niveaux. On peut commencer au niveau bac, mais c'est un peu particulier, Mylène. On y reviendra. C'est qui concerne le TPTI, mais d'une manière générale, on commence vraiment au bac+2. BTS UT, et on peut monter comme ça
jusqu'au doctorat ou voire un bac+8, avec comme une grosse le gros des forces, on peut le dire, le gros des forces entre bac+3 et bac+5 en moyenne. Il y a beaucoup de personnes qui reprennent effectivement des formations en cours de route, donc on n'est pas forcément obligé d'être issu du milieu du numérique, parce qu'on parle aussi pour citer les fameux bootcamps de reconversion. Donc, on a beaucoup de gens en reconversion, nous, dans nos formations, et c'est effectivement un secteur sur lequel, avec une solide expérience parfois dans certains milieux, se former au numérique, c'est une double compétence extrêmement importante. On parle des soft skills. Alors, les soft skills, c'est le fait effectivement d'être en capacité, ça lié aussi aux reconversions, pour beaucoup, des gens qui ont eu l'habitude de travailler, qui sont en capacité de s'adapter dans les équipes. C'est aussi quelque chose qui est intéressant. Vous avez mis le témoignage de quelqu'un qui est devenu développeur. On avait ses formations en 9 mois. Mais qui était un salarié qui avait des compétences techniques importantes et qui est venu se former au numérique et qui est venu simplement retrouver comme ça un nouvel emploi dans un secteur plus dynamique dans lequel que celui qu'il a quitté. Voilà, donc j'insiste pour dire que les reconversions sont vraiment possibles. Nous avons eu donc plusieurs expériences dans ce domaine et c'est vrai que voilà, c'est quand même, il y a une opportunité qui va se faire même à partir du bac+2. Après, ça nécessite beaucoup de travail personnel. On est d'accord. Comme c'est un secteur qui recrute, on peut aussi parler de secteur en tension. 80 000 postes à peu près sont non pourvus de manière générale. Donc, ça veut dire qu'il y a de la place pour la formation, il y a de la place pour de nouvelles personnes. Les entreprises qui recrutent sont quand même souvent assez attractives en termes de salaire. Et puis, on a tous les plans de compétences numériques. L'État s'est emparé de ce plan-là du numérique depuis déjà plusieurs années. Et de toute façon, dans le numérique est large. Il s'inscrit dans beaucoup de secteurs. On parle de transition écologique, on parle de santé, et on parle aussi beaucoup d'industrie 4.0. Moi qui ai aussi un petit peu la casquette industrie, on est complètement dans ce schéma-là. De plus en plus d'industriels utilisent évidemment de l'automatisation, et qui dit automatisation dit numérique et dit donc compétences qui aussi évoluent de plus en plus. Effectivement, donc là je vais vous parler des emplois dans la filière. Donc c'est séparé en 4. Vous avez la partie en bleu qui est la partie technique, support, maintenance, donc toute l'organisation vraiment de l'installation, du dépannage. Vous avez tous les métiers de l'infrastructure en tant que telle, le système, le réseau et les métiers du développement et du test. En rose, vous avez la partie beaucoup plus analytique et qui est quand même assez récente. Donc, on va parler de data, on va parler bien sûr de recherche avec l'IA, tous les métiers aussi qui sont liés à la sécurité, donc informatique. Ça, c'est un très gros porteur et ça bouge vraiment ça bouge tout le temps. Ensuite, vous avez toute la partie donc créative où là on est beaucoup plus dans le design, la conception, la gestion de projet, et vous avez donc la partie verte plus sur une base commerciale qui sont liées donc au numérique, mais dans les métiers de la vente ou du développement commercial. Une personne qui dit qu'elle n'a pas le niveau espéré pour avoir un travail dans ce domaine. Il ne faut pas se bloquer. Il existe de plus en plus d'outils qui vont permettre donc à des niveaux de base au niveau du numérique. Là, il faut vraiment, on insiste sur la partie quand même numérique informatique, à partir quand même du bac+2 pour tout ce qui est support, réseau, VPN, automatisation, cybersécurité. Vous voulez travailler dans l'IA, vous voulez travailler dans la data. Voilà, là on arrive plus effectivement à des niveaux supérieurs. Maintenant, au sein donc des Greta, je peux vous dire que nous avons quand même eu des profils qui ont souvent démarré sur des accès à la qualification, qui ont ensuite eu un titre professionnel donc de technicien assistant informatique, et puis qui ont évolué, que nous retrouvons aujourd'hui responsables en termes de cybersécurité ou responsables. Voilà. Après, c'est vraiment, j'insiste beaucoup parce que c'est un travail personnel et puis il faut qu'il y ait une envie.
Voilà, simplement une envie. Merci Mylène, désolé de t'avoir coupé, mais comme ça de temps en temps, si je vois des questions, je me permettrai de... Voilà. Pas de souci. Voilà, donc les métiers qui sont au cœur de la transformation digitale aujourd'hui, alors on a le développeur web, web mobile, il y en aura toujours besoin. Maintenant, voilà, j'insiste quand même sur ce développeur où c'est une partie freelance surtout. Les techniciens systèmes et réseaux, les administrateurs cybersécurité, donc ça c'est vraiment très demandé. Les data analystes, data scientists, donc vraiment toute l'analyse de données. Et ensuite les infographistes et web designers. Pour l'IA, on est sur des nouveaux métiers, donc des métiers d'avenir aussi, mais qui vont rentrer de toute manière dans tout ce qui concerne les métiers qui sont proposés, que ce soit développeur, que ce soit technicien, que ce soit administrateur, que ce soit la data. Voilà. Donc il y a vraiment tout un travail qui est fait. L'IA, voilà, est vraiment présent sur l'ensemble des métiers. Alors, le développeur web, web mobile, son rôle, ses valeurs, c'est ce qu'on a voulu vous faire quand même comme des items, de compétences techniques, de résolution de problèmes. Il va beaucoup travailler sur les langages, le framework, les tests, tout ce qui est Git, base de données. Donc, son métier, c'est vraiment analyser, de concevoir, de coder beaucoup de code et d'optimiser. Donc il doit être structuré donc pour pouvoir faire des tests réguliers, être agile et avoir bien évidemment des échanges avec les équipes. Ensuite, vous avez le rôle et les valeurs d'un administrateur système réseau en informatique. Donc ça, c'est un niveau Bac+2. Donc tout ce qui est gestion de l'infrastructure, qui vont du serveur, du réseau, le stockage, la virtualisation, toute la partie maintenance, tout le système Wi-Fi, et là où c'est intéressant, c'est que ça peut être juste pour une entreprise, mais ça peut être aussi sur plusieurs filiales, pardon. Donc bien évidemment, lui aura aussi dans son rôle tout ce qui concerne la sécurité et la surveillance. Et donc de plus en plus est introduit maintenant dans les formations le système cybersécurité. Voilà, donc là, il est beaucoup plus dans la partie de configuration, de dépannage, de maintenance. L'administrateur cybersécurité, donc lui, va vraiment protéger tous les systèmes informatiques contre les menaces numériques. Voilà, donc là, on est vraiment sur un emploi qui prend de plus en plus d'ampleur, qu'il est nécessaire vraiment d'aller au-delà de la licence du master, voire des ingénieurs. Donc, mais par contre, on peut commencer, bien sûr, au niveau d'une licence. Donc, installer et configurer les outils de sécurité, le pare-feu, l'antivirus, il faut qu'il soit source de proposition dans l'ensemble de ces projets. Et là, donc, c'est pareil, toute l'automatisation des systèmes informatiques qui peut se faire à la fois, par exemple, quand vous avez un hôpital avec donc un groupe d'hôpital sur plusieurs lieux. Voilà, il y a tout le système à sécuriser. Et donc, aujourd'hui, la cybersécurité est une réelle menace. Donc de la malveillance. Voilà, c'est vraiment un métier quand même à part entière. Voilà, donc vous pouvez travailler à la fois dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les administrations, dans toutes les entreprises. Tout ce qui est data analyst, data scientist, donc le rôle, les valeurs, donc extraire des informations qui sont toutes utiles à partir de données complexes. Et là, vraiment, ça, c'est un métier qui est de plus en plus recherché, voilà, sur l'analyse des données. Donc avec l'IA, bien évidemment, mais pour faire en sorte qu'une entreprise soit encore plus performante, que ce soit dans ses finances, que ce soit dans son marketing, que ce soit aussi par rapport à des produits dans l'industrie, donc vraiment dans tout secteur d'activité. Et puis vous avez le rôle et les valeurs donc d'un infographiste qui est de créer des visuels. Principalement de design, que ce soit sur les sites web, les applications, les interfaces numériques. Et là, c'est vraiment un travail surtout qui peut se faire en lien avec l'imprimerie, qui vraiment recherche dans ce domaine. On a fini cette partie. Peut-être que vous avez des questions.
J'ai déjà répondu à quelques questions. Mylène, dans le chat, sur Data Engineer, je dis que c'est effectivement faisait partie de la même famille de métiers que Data Analyst, Data Scientist. Et sur la remarque sur les devs web en freelance, je me suis permis de répondre effectivement sur le fait qu'effectivement les entreprises recrutent peu sur des postes de salariés en fait. On est plutôt effectivement sur la commande de sous-traitance éventuellement quand il y a des besoins ponctuels. Nous, de toute façon, on les traitera éventuellement par lot éventuellement ensuite. Donc, comment se former au Greta? Donc, effectivement, comment se former au Greta? On a différentes natures de formation par la région, c'est-à-dire que d'abord, on vous a parlé, Mylène vous a parlé de possibilités, elle a employé un mot qui s'appelle accès à la qualification. On propose des découvertes qui permettent d'acquérir les prérequis et de vérifier aussi à un moment donné que le projet professionnel correspond aux attendus. Donc, ça permet de découvrir les métiers de l'informatique. Après, on se certifie. Une formation certifiante, ce sont des formations qui délivrent une certification reconnue par l'État. On en parlera un petit peu après. Ça peut être un titre, ça peut être ou un diplôme de manière assez classique. Et après, se professionnaliser. Alors pour se professionnaliser, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément un titre ou un diplôme, mais on sait que cette formation est insérante sur le marché de l'emploi. Ça reste une formation insérante, mais qui n'est pas délivrée par un titre ou un diplôme. Il y aura toujours une attestation de formation, mais pas forcément de diplôme ou de titre. Donc, on vous fait un petit focus aussi sur ce que France Travail aujourd'hui, qui est un des financeurs. C'est tout ce qu'on appelle la POI. Je vais vous dire ce que veut dire cet acronyme qui est pas forcément très facile. C'est ce qu'on appelle le plan opérationnel pour l'emploi individuel. Ça signifie que les entreprises et France Travail, qui est financeur, sont assez friands de mettre en formation un certain nombre de personnes par rapport à un besoin d'entreprise. Donc, de proposer une formation qui permet ensuite de 450 heures en moyenne, ça peut être un peu plus ou un peu moins, et qui ensuite débouche automatiquement sur un contrat. Ce contrat de travail peut être un CDD, un CDI, ça peut même être une alternance. L'objectif, c'est qu'il dure au moins 4 mois en moyenne et que nous formions des personnes qui soient tout de suite opérationnelles. Donc, au bout de quelques mois de formation. Le contenu de la formation peut être très variable. Mylène, tu m'arrêtes, ça peut être extrêmement variable. Ça peut être un contenu plus basé sur les soft skills. Ça peut être aussi un contenu plus dur où il y a une manque des compétences. Et là, on amène les compétences techniques pour pouvoir ensuite derrière répondre à la demande d'embauche des entreprises. Donc c'est un système qui est pas complètement nouveau, mais qui est en train de se développer et qui, je pense, va être amené à se développer particulièrement sur l'année 2025-2026. Tout à fait. Je vais juste rebondir parce que on insiste quand même sur les modes de financement aujourd'hui et que ça peut être aussi une alternative quand vous allez vers une entreprise et qu'elle vous dit que votre profil est vraiment très très bien, mais qu'il vous manquerait éventuellement, je ne sais pas moi, un petit peu de Python, un renforcement sur du Kubernetes par exemple, voilà, vraiment sur des peut-être des modules très précis. Donc c'est de là où vous pouvez justement lui aussi lui dire que mais attendez, je vais me renseigner auprès de mon conseiller parce que je sais qu'il y a possibilité de faire un plan opérationnel à l'emploi individuel et ce qui va me permettre quand même de faciliter mon insertion, mon intégration. Ouais, l'objectif c'est pas de refaire une formation complète en reconversion. L'idée c'est si on lui manque quelques petites briques, c'est apporter ces briques en amont en sachant que ça débouche sur un contrat. On développe aussi l'alternance. L'alternance, c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement développé d'une manière générale dans le milieu de l'informatique. Nous, sur les Greta, essentiellement, on va être sur des titres professionnels. D'accord. Des titres professionnels, on vous en a cité 3, qui sont les 3 plus communs que vous trouverez en région parisienne, en région académique. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle le TP administrateur système DevOps. Donc, c'est un titre professionnel qu'on vous présentera après, qui est toujours effectivement sur une architecture réseau, mais qui a aussi une petite partie chef de projet. Un TP administrateur qu'on dit infrastructure sécurisée. Pareil, c'est un titre qui est à peu près du même niveau que le TP administrateur DevOps. C'est les mêmes niveaux, on parle de niveau 6, mais tout ça, on vous le représentera après. Et après, ce qu'on appelle aussi un titre professionnel technicien supérieur de système réseau. Alors, c'est souvent celui qu'on fait avant éventuellement de passer aux 2 autres. J'enchaîne, du coup. Oui. Alors, le développement. On va vous découper les choses de manière un petit peu suivante. Vous présenter un peu globalement, très rapidement, un peu la découverte. Ensuite, vous présenter les formations certifiantes
qui sont les formations certifiantes que les Greta délivrent. Et aussi, vous parlez ensuite des formations professionnalisantes qui peuvent avoir un petit aspect certification. Vous verrez, il y a une petite astuce avec les certifications TOSA, mais évidemment, ce ne sont pas des titres ou des diplômes. Donc, on va commencer directement sur qu'est-ce que c'est que les découvertes de métiers du développement. Donc, quel est l'objectif? L'objectif, c'est un peu cette idée d'accès à la qualification, de vérifier son projet professionnel. Donc, connaître, comprendre et utiliser le vocabulaire métier, parce que comme tout métier, comme tout milieu, il y a un vocabulaire très précis, très particulier. Vérifier aussi les bases en mathématiques, ça on le dit jamais assez, mais ça on peut apprendre, mais c'est bien d'avoir des bases et en tout cas les consolider. Et puis, il y a une partie développement, on parle de développement, donc le développement c'est particulier, c'est un codage, c'est un travail de code. Donc on s'initie aussi à ce qu'est le développement, un peu le langage informatique un peu basique. L'idée de tout ça, je vous l'ai dit en amont, en ainsi, c'est d'intégrer un parcours certifiant, éventuellement en développement. Ça peut être un développeur web, ça peut être un BTS, ça peut être plein d'autres choses. Là, on va faire défiler un grand nombre de formations. Donc ne vous inquiétez pas, ce sera enregistré. Il y a beaucoup de choses. On va essayer d'être assez rapide parce que sinon, mais je vous invite à prendre des notes éventuellement, à revenir vers nous si vous voulez des conseils plus personnalisés ou éventuellement aller voir directement aussi. On a tout ça, on a des fiches produits, Mylène, il faut le dire aussi, sur les Greta où vous avez des choses beaucoup plus précises. Alors le développeur web, on en a un petit peu parlé. Je mets une petite incise, les titres professionnels sont délivrés par le ministère du Travail, les diplômes sont délivrés par l'Éducation nationale. Ça fait une petite différence. Aucune différence sur l'insertion professionnelle, mais en tout cas sur la typologie de certification, ça fait une différence. Et aucune différence sur les niveaux. Non, sur les niveaux, c'est pareil. Les titres sont classifiés, est-ce que se classifient sur des niveaux? Niveau 3, vous entendez CAP, niveau 4, vous entendez bac, niveau 5, bac plus 2, niveau 6, 7, bac plus 3, bac plus 4, et il y a même quelques titres de niveau 8, mais c'est plus rare quand même. Donc on a là, ce titre-là, c'est 2 blocs de compétences. Ce qu'on appelle la partie front-end et back-end, en fait, c'est qu'est-ce que voit l'utilisateur, et qu'est-ce que nous, on doit mettre en dessous. Donc, vous voyez, il y a une partie visible et non visible, comme sur les pages web d'une manière générale. Donc, quand on veut faire ce titre-là, on doit travailler effectivement l'ergonomie, de l'ergonomie pour l'utilisateur, mais aussi effectivement tout le codage qui est en dessous pour que la plateforme fonctionne bien. C'est un titre de niveau 5, donc à peu près niveau bac plus 2. Le BTS, ça on connaît un peu plus, puisque BTS dit diplôme de l'éducation nationale. Alors celui qu'on vous présente là dans le développement, c'est un BTS qui a une option particulière. On l'appelle le SLAM dans notre jargon, c'est le solution logiciel application métier. Donc qui effectivement normalement mène vers les métiers du développement et du codage. Donc c'est lui, on parle de 3 blocs de compétences métiers. Donc on est quand même sur de la mise à disposition de services informatiques, de la conception développement d'applications, on revient un petit peu à des compétences qu'on retrouve sur le développeur web, et aussi tout sur l'aspect cybersécurité qu'on retrouvera un peu comme fil conducteur un peu tout du long. Le titre professionnel que nous on appelle CDA pour concepteur développeur d'applications. Donc celui-là, il a un niveau un peu supérieur. Niveau 6, ça veut dire que c'est un niveau bac plus 3. Donc là, on doit concevoir des interfaces, développer des composants d'interface. Donc d'où l'intérêt quand même déjà d'être passé par un petit peu de codage, de développement. C'est difficile d'intégrer ça d'un coup. Tout ce qui est aspect sécurité, recommandations de sécurité. Et aussi tout ce qui est éventuellement... alors vous voyez, la persistance des données, c'est pas la même chose que... Alors, il y a une sécurité, puis le fait que les données ne se perdent pas. Parce qu'on peut aussi être en sécurité, mais qu'il ne faut pas qu'il y ait de fuite de données pour que notre plateforme et notre interface soient quand même globalement utilisables sur le long terme. Je vais juste pour ces formations qui sont généralement financées par la région Île-de-France, c'est-à-dire qu'il y a un travail en partenariat qui est fait avec Open Classroom. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a ces formations sont à la fois donc en hybride, avec donc des cours en présentiel et des cours aussi en distanciel avec notre partenaire Open Classroom. Alors ensuite, on va passer à ce qu'on appelle les professionnalisants, mais avec une petite astuce, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle une certification TOSA. Qu'est-ce que c'est qu'une certification TOSA? C'est une certification qui permet, on va faire très simple, qui est reconnue en fait, donc ce qu'on appelle un référentiel, donc elle est reconnue par l'État, mais elle est reconnue aussi évidemment par les employeurs. Donc souvent on fait une formation et ça vous permet d'avoir aussi une certification. Et cette certification, elle est importante aussi pour valoriser cette formation professionnalisante. Là par exemple, on a ce qu'on appelle une formation développeur Excel VBA.
J'attire votre attention sur le fait que on n'a pas beaucoup parlé des durées, mais on est sur des durées plus petites, évidemment. Tout à l'heure, on parlait de durées qui étaient plus importantes, de l'ordre de 700, 800 heures, 1000 heures parfois avec un stage. Là, on sera plutôt sur des petites certifications, on sera plutôt sur 50, 60, 100 heures. 100 heures, c'est évidemment pas le même objectif. Là, on serait vraiment sur avoir une brique supplémentaire pour avoir une compétence très particulière. Oui, donc c'est essentiellement développer Excel, qui est de la bureautique, mais qui est utilisé aussi un petit peu différemment. On a aussi toujours dans cet aspect numérique bureautique à l'interface, on a ce qu'on appelle la WordPress. Donc là, vous voyez aussi, encore une fois, on est sur 100 heures à peu près de certification. On adosse ça de formation, on adosse ça à du TOSA, et on parle bien de langage, on parle bien de langage de codage, HTML, CSS. Bon, tout ça s'apprend, mais c'est bien d'avoir quand même déjà une petite base pour rentrer dedans. On est vraiment pour obtenir quelque chose de très professionnalisant et avec une certification TOSA au bout. De la même manière, là, on va repartir sur tout ce que web design, Photoshop, là, c'est-à-dire que là, on sera plus effectivement sur tout ce qui est infographie, mais sur un niveau avec une certification. Pareil, 70 heures, c'est une formation qui est plutôt courte. En moyenne 70 heures, Mylène, on peut dire que c'est 2 à 3 semaines. Vu qu'en plus il y a peu d'heures en entreprise, c'est en moyenne 2 semaines, 3 semaines. Bon, globalement, c'est une formation courte, dense, mais qui vous permet d'avoir une certification. Et donc, cette certification TOSA, c'est quand même un peu les certifications. On parlera après, je veux pas de Cisco, qui est encore autre chose, mais il y a des certifications qui sont quand même très reconnues. La cybersécurité, pareil. Alors un peu plus, par contre là, une formation plus longue, certes professionnalisante, mais on arrive sur du 300 heures, c'est-à-dire avec quand même du centre et de l'entreprise. Selon les formations, nous, on prévoit un stage en entreprise qui est essentiel pour aussi confronter ses compétences, ses connaissances et obtenir un certain nombre de choses. Donc là, la cybersécurité, c'est le boom, c'est en grand développement. Donc là, il y a toute la gestion en fait de mettre la mise en œuvre d'une sécurité, la gestion des incidents, et puis de toute façon la veille aussi, parce que c'est je vais pas parler des hackers, mais globalement la cybersécurité. Alors là, pour le coup, dès qu'on a mis une norme de sécurité en place, on peut dire qu'elle est quasiment déjouée très rapidement. Donc on est toujours en train de chercher de contrer. Il y a aussi le fameux Python qui va se décliner sur 2 formations un peu différentes. Donc la formation développeur Python. Donc Python, c'est un peu le langage très demandé aussi aujourd'hui. Donc là, on est vraiment sur des développements et sur du code. Donc là, si vous regardez un petit peu en bas à droite, on est sur une formation qui est quand même déjà d'un certain niveau, avec quand même, on frôle quand même les 400 heures de formation avec évidemment 140 heures en entreprise. Donc là, il faut quand même avoir quelques bases, ou en tout cas quelques bases mathématiques, pas forcément des bases de Python, puisqu'on se forme au Python, mais au moins quelques bases algorithmiques pour pouvoir ensuite se former à Python. Mais c'est vrai que ça peut être une formation très très intéressante à faire, et quand même Python est quand même le langage aujourd'hui le plus demandé. Il y a aussi tout ce qui concerne effectivement JavaScript, c'est aussi très important. Donc on est à peu près sur les mêmes typologies. On est sur des formations qui sont relativement longues, qui sont assez insérantes, assez professionnalisantes, mais qui demandent quand même d'être quand même ça demande une application importante, mais on peut, avec quelques bases algorithmiques de base assez simples de mathématiques, rentrer dans ces formations. Le PHP Symfony, là encore, toujours cette même typologie de formation professionnalisante relativement longue, mais là, on va être sur une erreur, excusez-moi, langage PHP, non pas langage PH, j'ai une petite coquille. Donc c'est effectivement se former et devenir compétent sur ce qu'on appelle le langage PHP Symfony et pouvoir effectivement développer aussi des applications web. Donc là aussi, ça reste quelque chose d'important, d'insérant et de professionnalisant. Je rentre pas dans les détails non plus. On revient sur Python. Tout à l'heure, on était sur du développement. Là, on va être sur des choses, une gestion. Il y a une autre formation Python qui est un peu plus axée sur ce qu'on appelle le big data. Donc, les big data, vous avez entendu, c'est le traitement des données en nombre. Et donc, ça permet effectivement de travailler sur la gestion des données de manière massive en utilisant le langage Python. Je tiens à dire quand même que le langage Python, je sais pas si on l'a mis aujourd'hui, mais il y a des formations Python sont souvent adossées aussi à du TOSA. Si c'est pas indiqué aujourd'hui, c'est une erreur, je le corrige. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie développement ? Je vois 2 questions sur le BTS, et se fait-il en 1 an? Alors, on a une formule, effectivement, jusqu'à maintenant, Mylène, on avait une formule de BTS en moins d'1 an, même, puisqu'on commençait en mois de septembre, par exemple, classiquement, pour coller, en fait, au calendrier aussi des BTS, et on les terminait au mois de mai. Je viens d'ailleurs, ce matin, de faire ce qu'on appelle la fermeture du BTS SEO, ce matin même, avec la dernière session. Donc oui, effectivement, le BTS se fait 1 an.
Alors, est-ce qu'on aura encore ces formules-là en un an? Peut-être qu'on va basculer vers des formules un peu plus proches des POI, on en a parlé, hein, Mylène, mais globalement, il peut aussi se faire en alternance. Et alors, à ce moment-là, on peut le faire en 2 ans, mais selon les compétences, on le proposait jusqu'à maintenant en formation continue en 1 an. J'ai une deuxième question. Vas-y, Mylène. Oui. Alors, ce qui est important par rapport aux formations en 1 an, et notamment sur tout ce qui est éducation nationale. L'éducation nationale, vous avez donc des matières générales, et donc en formation continue, en fonction de l'expérience que vous avez, vous pouvez être dispensé donc de certaines matières si vous avez déjà obtenu un BTS ou si vous avez déjà obtenu donc une formation même en licence. Voilà, quand c'est sur 1 an. Principalement, c'est dans la formation continue, parce que voilà, il y a eu un accord qui a été fait. Ou sinon, si c'est en apprentissage, c'est uniquement, puisque nous travaillons en apprentissage avec notre CFA donc académique, pour des BTS, ça sera vraiment sur 2 ans. Et pas sur sauf exception, on est d'accord. Oui. Donc, il y avait d'autres questions? Oui, effectivement, j'ai une question sur le développeur, quand on vient d'un BTS SMUC, effectivement le BTS SMUC, en fait, il a changé de nom, si je de mémoire, puisqu'en fait aujourd'hui ça s'appelle le BTS MCO, si je dis pas de bêtises. Donc effectivement, oui, à partir du moment où vous avez un BTS qui vous permet effectivement, normalement vous avez déjà vu un certain nombre de choses. Maintenant là, vous êtes sur quelque chose de MCO, c'est plutôt du management commercial, ce genre de choses là. Donc en soi, vous avez déjà un BTS, vous avez un certain nombre de choses. Il faut voir. Après, bon. On peut toujours surmettre, hein. C'est comme toujours. Il faut étudier après, à un moment donné, les dossiers de chacun. Nous, on a pris, pour faire simple, parfois des gens qui ne venaient pas sur certaines formations, mais qui avaient quand même des bases, Mylène aussi, on est d'accord, quand même quelques bases mathématiques un peu solides quand même. Parce que sinon, le codage et le développement, ça devient un peu difficile. Moi, j'ai envie de vous dire que, pour répondre de manière, et puis laisser Mylène sur le réseau, pour tout ce qui est développement, si vous n'êtes pas forcément de la filière, il vaut mieux avoir quand même un profil un peu scientifique, avec un niveau de maths, et ensuite on peut très bien s'en sortir et faire de très belles carrières. Mais si on est il faut quand même un petit peu voilà, il y a des tests, hein. On peut en reparler si vous voulez, éventuellement en individuel, mais il faut quand même avoir un petit niveau scientifique, niveau bac en scientifique. Mais je rajouterais, pour compléter ce que tu dis, le numérique, si vous voulez travailler dans le numérique, les mathématiques, c'est primordial. Voilà, il faut que ce soit votre ami. Parce que dans tout ce que vous allez travailler, que ce soit développeur ou que ce soit de la maintenance ou que ce soit le système réseau, il y a de toute manière de l'algorithme, des mathématiques. Des épreuves, et puis même les épreuves, ouais. Alors, des cybersécu, c'est un peu différent, on est plus sur du droit, mais globalement, c'est clair. Il n'y a pas le choix. Il y a une question sur, oui, maths, effectivement, maths en licence éco et gestion, vous avez des bonnes bases. Voilà, je réponds à monsieur Lafayette, je le vois. Voilà, ça veut dire que vous avez des bonnes bases mathématiques. De toute façon, voilà. Alors après, même si vous n'avez pas fait forcément la filière industrielle, mais ce sont des bonnes bases. J'ai une dernière question avant. J'ai travaillé dans un data center spécialisé dans la sécurité. Alors après, effectivement, je ne sais pas sur quel poste. Quelle formation serait requise pour être en junior tech? Tout dépend. Je ne sais pas quelle formation vous avez, Madame Van Hal. Il faudrait étudier. Individuel, on peut pas. Là, comme ça, d'un coup, on serait plutôt. Là, il faudrait. D'où l'intérêt en fait de ces webinaires, c'est d'activer des questions. Il faudrait juste étudier votre profil. Et va falloir qu'on avance un petit peu parce que je crois qu'après on doit rendre l'antenne à 13h30. Mais n'hésitez pas, Madame Van Hal, à prendre rendez-vous avec nous éventuellement à des Greta, avec un conseiller, et on vous répondra de manière plus précise. Très bien. Voilà. Alors, pour la formation, donc tout ce qui est formation, maintenance et réseau, donc il y a quand même des formations qui sont de découverte. On peut organiser des actions de formation pour la découverte des métiers de la maintenance, sur l'initiation à l'IA, sur des packs outils donc collaboratifs, puisqu'il y a le Teams, OneDrive, OneNote, Outlook, et de sécuriser donc les pratiques du numérique. Tout ce qui est découverte, donc des métiers du réseau, donc généralement, là on est sur des 190 heures en centre où vous allez avoir
tout ce qu'on a vu là tout à l'heure, à la fois le secteur et puis de faire donc des missions et des tâches liées au développement et liées aussi à tout ce qui concerne le système réseau. Voilà, ça vous permet bien évidemment de se remettre à niveau pour pouvoir ensuite intégrer une formation certifiante dans l'informatique. L'initiation à l'IA, donc là c'est une base de 7 heures, c'est un parcours de 7 heures pour comprendre les fondamentaux de l'IA générative, de découvrir les outils disponibles, les forces, leurs limites et d'apprendre à utiliser pour structurer un prompt efficace. Le pack outil donc collaboratif, donc on travaille de plus en plus en réseau maintenant sur du Teams, sur du OneDrive, donc il faut quand même être aussi donc à aider un collaborateur dans l'utilisation de ces outils collaboratifs. Donc voilà, partage de documents, gestion de l'information, gagner en productivité, ça c'est pareil. C'est sur une durée donc de 7 heures avec une attestation de compétences. Donc ça on peut vous faire découvrir à des entreprises. Sécuriser ces pratiques numériques, tout ce qui est cybersécurité. Donc là on va être pareil sur une base de 7 heures pour comprendre les enjeux de la cybersécurité en entreprise, d'avoir une sensibilisation au cadre réglementaire de la RGPD, d'identifier les principaux risques et de mettre en place les bonnes pratiques de sécurité, puisque c'est l'affaire de tous et pas uniquement que de l'entreprise. Ensuite, vous avez donc même système des formations qui sont certifiantes, diplômantes, avec des titres professionnels et des BTS, et on parlera bien évidemment des formations professionnalisantes. Parce que dans ce secteur-là, dans toute la partie maintenance et réseau, c'est principalement donc deux outils qui sont Cisco et StormShield, qui ne sont pas forcément reconnus dans le cadre de certification RNCP à France Compétences, mais qui sont très reconnus au niveau donc des entreprises. Donc je commence par la certification avec un titre professionnel de technicien assistant informatique, c'est vraiment le niveau bac. Et donc 3 blocs de compétences donc pour pouvoir dépanner les utilisateurs, de mettre en service tout un équipement numérique, de pouvoir intervenir donc sur les éléments de l'infrastructure, toujours en partenariat avec Open Classroom. Vous avez donc toujours dans le même niveau bac, éventuellement un titre professionnel de technicien réseau IP. Voilà, tout ce qui est installation et maintenir des solutions de voix données images. Vous avez une formation de technicien supérieur système et réseau. 3 blocs de compétences, on est sur une base de 835 heures centre. Donc c'est bien sûr d'assister les utilisateurs en centre de service, de maintenir, d'exploiter, de sécuriser une infrastructure centralisée et de maintenir et d'exploiter une infrastructure distribuée pour contribuer donc à sa sécurisation. Donc là, comme je vous parlais tout à l'heure, donc quand vous avez donc plusieurs infrastructures, et donc avec voir toute l'organisation générale par rapport à l'utilisation. Le BTS SIO, donc c'est les solutions d'infrastructure, système et réseau. On avait vu le dev là, maintenant c'est le SIO, qui comporte 3 blocs de compétences métiers, donc tout ce qui est support et mise à disposition des services informatiques, administration des systèmes et réseaux, cybersécurité des services informatiques. Donc là, on est sur un bac plus 2, donc le titre professionnel de technicien supérieur système réseau et le BTS SIO, même niveau, on est vraiment sur les mêmes missions donc et tâches qui sont demandées dans des services informatiques. Puis ensuite, on va donc sur un niveau licence. Donc le niveau licence, donc c'est le titre professionnel d'administrateur d'infrastructures sécurisées. Là, on est vraiment sur une posture de chef de projet. On doit répondre à une problématique d'une entreprise qui va chercher à sécuriser toute son infrastructure. Donc il va falloir lui apporter toute une réponse, de mettre en œuvre une solution qui puisse donc répondre à son besoin d'évolution, de préparer éventuellement des audits cybersécurité, toute la gestion. Donc généralement en centre on est à 550 heures, il y a aussi une période en entreprise, c'est une très très bonne licence et qui peut par la suite de toute façon vous amener sur des masters professionnels, donc en université. Bien évidemment, après, donc toutes les universités ou les écoles d'ingénieurs vont prendre les meilleurs, mais c'est quand même une possibilité.
Puis vous avez l'administrateur système DevOps. Le système DevOps où on est à la fois sur la partie donc du système réseau, maintenance, et à la fois la partie DevOps. Là, c'est pareil, posture de chef de projet pour pouvoir automatiser donc le déploiement d'une infrastructure dans un cloud en réunissant les acteurs qui vont travailler sur le système réseau et les développeurs. Donc, on est sur déployer en continu une application et superviser les services déployés. En moyenne, 900 heures. Là, on a aussi des profils qui sont venus alors, on a eu 100% de réussite quand même au DevOps et sur des profils aussi qui venaient des fois de l'électronisme, voilà, pour pouvoir en électronique, pardon, et donc ils ont quand même réussi leur formation et leur diplôme. Ensuite, là, on passe vraiment sur tout ce qui touche la professionnalisation. Donc, on a un partenariat avec les formations Cisco Networking, cybersécurité, donc essentielle pour pouvoir acquérir les connaissances et les compétences qui sont nécessaires à la fois pour installer, configurer, exploiter un réseau de petite taille, donc avec les équipements Cisco. Donc toutes les connaissances de base. C'est une formation professionnalisante et avec une attestation donc de compétences qui peut se faire également donc en distanciel, voilà, puisqu'on utilise là vraiment tous les outils Cisco. On a une formation de routing et switching donc avec Cisco, donc pour maîtriser les fondamentaux des réseaux informatiques, gérer les équipements, des solutions donc de commutation donc LAN, le routage IP, d'assurer la connectivité internet et la sécurité de base, et bien évidemment de préparer la certification CCNA. Donc là, ça, on insiste parce que CCNA de Cisco ou même le CCNA de Storm Shield sont reconnus et que donc grâce à ce partenariat donc Cisco et Storm Shield, on a quand même la possibilité d'avoir des frais de certification qui peuvent voilà être réduits pour nos stagiaires et pour qu'ils puissent passer la certification. Et enfin, donc Storm Shield, qui est aussi donc un autre outil apporté pour les entreprises, pour tout ce qui est des connaissances dans le réseau, l'adressage IP, le routage avancé, la dynamique, le retour à l'emploi, donc qui atteste une spécialisation dans le champ de la sécurité des données, et donc avec tout ce qui concerne les problématiques de toute façon de sécurité informatique. Voilà. J'en ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, c'est la grosse question. On va y répondre en deux temps. Je commence, tu commences. Tu vois aussi, ces formations sont prises en charge par la région, point d'interrogation. Alors, effectivement, on va être assez clair là-dessus. Cette année, il y a une baisse très forte de prise en charge de la région. Donc, on est en plein là-dessus. Donc, ça veut dire que le numérique n'est pas pour l'instant extrêmement financé cette année, alors qu'il a été extrêmement financé les autres années par la région. Donc, une petite partie des formations que vous avez présentées seront financées par la région. Après, on nous a présenté d'autres moyens de financement. Tous les professionnalisants, on vous a parlé de la POI, il y a aussi France Travail qui peut fonctionner, et puis il y a plein d'autres modes de financement. Mais c'est vrai que toutes les formations présentées ici, alors fut une époque pas si lointaine, étaient toutes prises en charge par la région. On espère encore que certaines seront prises en charge par la région. On devrait avoir un retour mi-juin, Mylène, si j'ai bien compris, de tout ce qui est état des lieux des formations. Mais on est transparent avec vous, c'est un peu moins le cas que les années précédentes. D'où notre insistance avec les POI. Voilà. En fait, on avait dit la même chose. Enfin, on peut commenter qu'aujourd'hui, les deux moyens de financement à moyen terme, court terme, qui sont privilégiés sont l'alternance et la POI par France Travail. Voilà. Donc c'est aussi ça, c'est des choses qui devront être éventuellement étudiées aussi un petit peu au cas par cas. C'est ça. Donc, comment ça se passe pour les stages? Donc nos formations, effectivement, il y a une période en entreprise. On va vous donner donc tous les outils nécessaires pour que vous puissiez être en fait en capacité d'avoir d'expliquer pourquoi vous voulez faire un stage, d'expliquer bien évidemment le titre professionnel, de retravailler sur votre CV, sur votre posture, sur votre communication donc orale. Ensuite, on va quand même dans un premier temps vous laisser, voilà, à la recherche, parce que c'est un réseau.
Donc, on va vous laisser à la recherche de vos stages. Nous, bien évidemment, nous avons un réseau. On a certaines entreprises qui ont l'habitude de prendre, donc on donne, ils ont accepté qu'on donne une liste d'entreprises, de ces entreprises-là, pour que vous puissiez vous positionner. Voilà, donc j'espère que je réponds bien à monsieur ou madame Lazare sur comment ça se passe pour les stages. Donc, sachant qu'en plus, vous avez donc un sujet de stage en fonction donc du niveau que vous avez, avec donc des activités. Et nous, il y a un suivi qui est fait, puisque l'idée dans des stages, ce n'est pas de faire des photocopies ou d'utiliser la machine à café, c'est vraiment d'être concret sur des missions qui soient affectées par rapport donc au diplôme ou donc à la formation que vous faites actuellement. Peut-on utiliser nos points CPF? Je veux bien répondre, puis tu complètes, Mylène, si j'oublie quelque chose, c'est toujours possible. Les CPF est tout à fait mobilisable pour les formations, mais attention, pour des formations qui débouchent sur ce qu'on appelle une certification, c'est-à-dire que le CPF est mobilisable évidemment pour les titres professionnels et les diplômes, mais aussi mobilisable par exemple pour les certifications TOSA dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut que ce soit dans un référentiel. Si c'est référencié, à ce moment-là, il y a toute une liste comme ça de référentiels qui permettent d'utiliser ces points CPF. Si vous êtes sur un professionnalisant qui ne débouche pas sur une certification, ou en tout cas sur une certification reconnue dans un certain nombre de référentiels, les que j'ai cités qui sont le RNCP, le RS, mais ça c'est nous qui pouvons vous indiquer. Là, par contre, les CPF, le point CPF n'est pas forcément mobilisable. Je vais répondre à la question. Donc, à la sortie des formations, en moyenne, donc combien trouvent un emploi après? Donc, alors déjà, nous, au niveau du taux de certification, on est au-dessus de la moyenne nationale pour nos titres professionnels et nos BTS. Oui, ensuite, sur tout ce qui concerne donc l'emploi ou on va dire la suite de parcours. Pourquoi? Parce que donc il y a deux choses, c'est que quand ce sont des financements venant de la région Île-de-France, il y a la région tient absolument à ce que ce soit de l'emploi derrière. Or, on sait quand même, je vais prendre le cas par exemple d'un titre professionnel de niveau Bac+2, qu'il est préférable quand même de monter le plus haut possible, puisque les entreprises vraiment recherchent des personnels qualifiés, des profils bien spécifiques. Donc, il y a aussi le développement des personnes qui partent soit sur une autre formation, soit sur une autre formation ou soit donc sur de l'alternance ou de l'apprentissage. Donc on est en moyenne entre 40% ou 50% de personnes qui sont en emploi ou ensuite de parcours par la suite. Oui, qui peut être de l'alternance. Enfin, ça peut être très très varié effectivement, qui est pour nous une forme d'emploi, qui est le cas de l'emploi. Je vais répondre à la question. Moi, je suis en 91. Est-ce que je peux intégrer un autre département? Oui, sauf que je vais mettre un bémol. Mylène, tu seras d'accord peut-être avec moi. Vous pouvez bien évidemment intégrer n'importe quel autre département. Faites simplement attention d'être en capacité à venir faire la formation. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous refuser si vous habitez à 200 km d'ici sur le principe, si vous avez les compétences et que vous passez des tests et qu'on est d'accord. Le seul problème, c'est qu'il faut être en capacité. Nos formations sont partiellement à distance, mais ne sont pas totalement à distance. Et à un moment donné, on voit aussi des gens s'épuiser en formation. Il faut être disponible pour venir parfois des semaines entières faire le trajet matin et soir. Donc je mets quand même ce petit bémol. Je sais pas si Mylène, toi tu as ces problématiques-là. Oui. Voilà, nous on les a et parfois on peut être étonné. Parfois les gens qui viennent de loin mais on en a qui viennent de loin sur des formations qui arrêtent de très loin. Je parle plus d'1 heure et demie de transport, avec parfois 2-3 changements, et parfois qui nous disent qu'ils sont absolument rincés entre guillemets, extrêmement fatigués en fin de formation. Voilà, il faut être disponible. Donc c'est pas, il y a aucune obligation, il y a aucun non réglementaire. Globalement, on ne peut pas vous donner on vous arrêtera pas par rapport à ça. Il n'y a pas de veto réglementaire. Voilà, c'est le sujet. Mais par contre, attention à être en capacité de suivre la formation. Et j'insiste parce que nous sommes très à cheval sur la sécurité. Alors, il faut savoir quand même que par rapport à des financements, et notamment quand ce sont des financements de la région Île-de-France, c'est quand même aussi des financements dont l'argent vient de tout ce qui
enfin, il y a quand même cette possibilité d'être formé aujourd'hui. Donc, l'assiduité est importante. Et il faut aussi ne pas se cacher que vous avez beaucoup de travail personnel. Hein, on n'est pas uniquement sur une formation où on va faire 7 heures par jour. Vous avez énormément de travail personnel. Avec Open Classroom, ça se passe très très bien, puisqu'en fait, nous avons une collaboration donc avec des modules qui sont bien identifiés en fonction de nos formations et avec donc une progression pédagogique qui permet vraiment de suivre. Et nous avons des formateurs aussi, donc vous avez un tutorat, donc un formateur qui fait un pointage avec vous donc au moment où vous êtes en distanciel, et donc qui va suivre votre progression et qui va vous rappeler effectivement vos responsabilités quand il y a pas d'avancée donc sur les différentes actions qui vous sont proposées ou alors qui peut être présent en cas de difficulté. Tu l'as dit effectivement. Donc oui, il y a du distanciel, mais il ne faut pas s'imaginer parce que c'est une formation numérique que vous serez chez vous de 7h de 9h du matin à 17h, parce que de toute façon, il y a des choses qui sont bonnes de voir en présentiel et on ne peut pas toujours tout dématérialiser. Évidemment, le principe, c'est qu'il y a une partie distancielle avec Open Classroom, parfois même en classe virtuelle. Ça peut arriver via un autre outil que nous utilisons qui est Greta à distance, mais d'une manière générale, partez du principe qu'on commence en présentiel et puis voilà, on s'adapte et on fait évidemment quelque chose qui est un peu hybride, mais qui est quand même plus présentiel que distanciel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un contrat, donc d'engagement avec le CERFA, c'est que vous allez, si vous êtes donc intéressé par telle ou telle formation, donc il y a une réunion d'information collective qui est proposée. Bien évidemment, ça va être en fonction des financements. Donc, si vous il faut qu'on ait aussi un certain nombre de personnes, présentes sur les formations. On ne fait pas une formation pour une personne, nous c'est vraiment quand même on intègre un groupe et tout un process de recrutement qui vous permettra après de valider ou pas entre nous s'il y a un accord pour intégrer une de nos formations. Et on vous invite effectivement pour faire des bilans plus personnalisés, à venir simplement prendre rendez-vous. Vous allez sur les sites des Greta, et vous verrez tous les Greta en fonction de ce qui vous aurez toutes les fiches produits et vous pourrez prendre rendez-vous avec des conseillers ou des coordinateurs de formation qui viendront répondre à vos questions de manière plus personnalisée. Tout à fait. Donc, ce webinaire clôture maintenant le mois des 50 ans numériques du Greta. Donc, on a été ravis de pouvoir partager avec vous sur ces derniers moments. Et on vous souhaite de réussir et surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.